12 janvier 1945. Le lieutenant Frank Nowak regardait un autre char Sherman brûler dans la neige le 3e de la semaine. Les Allemands n'étaient pas de meilleurs tireurs. Ils n'utilisaient pas de tactique supérieure. Ils voyaient simplement les chars américains en premier. Le vert olive sur le blanc immaculé de la neige ressortait comme des cibles sur un champ de tir. Les chars allemands peints en blanc disparaissaient dans le paysage jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour tuer. Le peloton de Nowak avait perdu 6 équipages en 10 jours, non pas parce qu'ils se battaient mal, mais parce qu'ils étaient visibles. L'armée avait dépensé des milliards pour développer le Sherman, l'armure, le canon, le moteur, mais personne n'avait pensé à les peindre en blanc pour l'hiver. Cette négligence coûtait des hommes. Nowak contempla une autre épave fumante et prit une décision qui pouvait lui valoir soit une cour martiale, soit des louanges. Il allait voler de la peinture. C'est l'histoire vraie de la façon dont la réquisition non autorisée d'un badigeon blanc allemand par un commandant de char transforma 15 Shermans visibles en prédateurs invisibles, et pourquoi le camouflage hivernal devint doctrine standard, parce qu'un officier refusa de continuer à mourir en vert olive. Avant d'aller plus loin, si ces récits pratiques et méconnus de la Seconde Guerre mondiale vous intéressent, abonnez-vous. Ces histoires ont changé la guerre, sans jamais entrer dans les histoires officielles. La bataille des Ardennes entrait dans sa 4e semaine. Ce qui avait commencé comme une offensive allemande surprise le 16 décembre 1944 s'était mué en une guerre d'hiver brutale à travers la région des Ardennes en Belgique et au Luxembourg. Les forces allemandes avaient percé profondément les lignes américaines, créant un dangereux saillant dans le front allié. En janvier, l'offensive avait calé, mais les combats restaient féroces. Le temps était impitoyable. Les températures descendaient en dessous de 0 degré. La neige recouvrait tout. La visibilité variait entre médiocre et impossible. Les lignes d'approvisionnement peinaient les soldats, gelaient dans leurs trous de tir. Et les équipages de chars découvrirent que leurs machines de guerre soigneusement conçues avaient un défaut fatal auquel personne n'avait pensé. Elles étaient de la mauvaise couleur. Le lieutenant Frank Nowak commandait le 3e peloton, compagnie Baker, 3e division blindée, 5 Shermans, 15 hommes d'équipage à effectif complet. Le 12 janvier, il avait déjà perdu 6 hommes tués et 4 autres suffisamment blessés pour être évacués non pas à cause d'une supériorité du feu allemand, mais parce qu'ils furent vus en premier. Nowak avait 26 ans, étudiant en génie mécanique, avant la guerre originaire de l'Ohio, engagée en 1942. L'armée avait repéré ses aptitudes techniques et l'avait envoyé à l'école du blindé à Fort Knox. Il en sortit près du sommet de sa promotion, non pas parce qu'il était particulièrement courageux, mais parce qu'il comprenait les machines et leur fonctionnement ou leur défaillance. Ce qui avait failli dans les Ardennes n'était pas mécanique, c'était visuel. Les chars, Sherman américains, étaient peints en vert olive couleur réglementaire, qui fonctionnait parfaitement dans les forêts européennes, en se fondant dans la végétation. Mais quand la neige couvrait le paysage, cette même peinture devenait une condamnation à mort. Des formes vert sombre se détachaient sur le blanc à de grandes distances. Les canonniers allemands pouvaient repérer l'armure américaine à plus de 1000 yards, ce qui leur donnait tous les avantages pour choisir la distance et la position de tir. Les chars allemands n'avaient pas ce problème. Des années de guerre brutale sur le front de l'Est contre l'Union soviétique avaient appris aux Allemands de dures leçons sur le camouflage hivernal.
Chaque véhicule blindé allemand opérant en hiver transportait des réserves de badigeons blancs temporaires, solubles dans l'eau à séchage rapide et facilement enlevables au changement de saison. Ce n'était ni permanent, ni esthétique, mais c'était fonctionnel. Les chars blancs disparaissaient dans la neige invisible jusqu'à être assez proches pour assurer la mise à mort. Novak avait vu le même schéma se répéter. Encore et encore son peloton avançait sur un terrain enneigé. L'armure allemande se tenait quelque part, dans le blanc complètement invisible. La première indication de la présence ennemie était souvent un obus frappant un char américain. Au moment où les équipages américains repéraient l'origine du tir et ripostaient, les Allemands avaient déjà tiré 2 ou 3 fois, en général, avec des effets dévastateurs. Les chiffres étaient impitoyables sur 9 engagements. En 2 semaines, le peloton de Novak repéra l'ennemi le premier, seulement 2 fois. 7 fois, ce furent les Allemands qui tirèrent les premiers. Une meilleure visibilité équivalait à une meilleure survie. Le 10 janvier, Novak perdit son meilleur équipage, le sergent Mike Torres, un tankiste vétéran du Texas qui avait survécu à l'Afrique du Nord et à la Normandie. Torres était enfermé dans son Sherman, avançant prudemment à travers un champ couvert de neige lorsqu'un char Panther allemand ouvrit le feu depuis une distance de 800 yards. Le Sherman n'eut aucune chance. Torres et son équipage furent tués avant même de savoir qu'ils étaient pris pour cible. Après l'engagement, Novak examina le site. La position allemande semblait évidente. Rétrospectivement, un groupe d'arbres enneigés offrant une excellente ligne de tir sur le champ. Mais le Panther lui-même était resté invisible peinture blanche sur neige blanche. Torres le regardait droit devant, sans le voir, jusqu'à ce que l'obus frappe. C'est à ce moment-là que Novak cessa de penser au règlement et commença à penser à la survie. Ce soir-là, il réunit les commandants d'équipage restants dans une grange glaciale, qu'ils avaient réquisitionnée comme poste de commandement temporaire. 4 hommes, tous épuisés, hantés par la perte de leurs camarades. « Nous mourrons parce qu'ils nous voient les premiers », dit Novak sans détour. « Pas parce qu'ils tirent mieux ou manœuvrent mieux, mais parce que leurs chars sont blancs et les nôtres verts. » Son tireur, le sergent-chef, Paul Hendris, hocha lentement la tête. Camouflage allemand. Il l'utilise sur le front de l'Est depuis des années. Exactement. Et nous ne l'avons pas, parce que personne dans la chaîne logistique n'a pensé aux opérations d'hiver. Novak déplia une carte. Il y a 3 jours, le 1er bataillon a capturé un dépôt allemand à 2 miles à l'est. Les renseignements l'ont classé pour inventaire systématique. Ce processus prendra des semaines. « Qu'y a-t-il dans ce dépôt ?» demanda un autre commandant. « De tout. Nourriture, munitions, fournitures médicales, » répondit Novak avant de marquer une pause. « Et de la peinture, des galons de badigeon blanc, exactement ce que les Allemands utilisent pour le camouflage hivernal. » Le silence tomba dans la pièce. Tous comprirent ce que Novak suggérait. « Mon lieutenant, ce sont des équipements ennemis capturés, » dit prudemment Hendris. « Le règlement exige que nous ne mourions pas stupidement, » coupa Novak. « Torres est mort parce qu'un char allemand l'a vu le premier. Collins est mort parce que son Sherman se détachait comme une cible. J'ai écrit 6 lettres ce mois-ci pour expliquer que de bons hommes sont morts parce que leur char était peint de la mauvaise couleur. Je n'en écrirai pas une 7e. « Que comptez-vous faire ?» demanda l'un des hommes. Novak les regarda tour à tour. « Ce soir, nous allons réquisitionner 40 gallons de badigeon allemand sans autorisation, sans papier,
sans permission. Demain matin, chaque char de ce peloton sera blanc. Et la prochaine fois que nous affronterons les blindés allemands, ce sera à eux de ne pas nous voir avant qu'il ne soit trop tard. » Personne ne protesta. Ils avaient tous perdu des amis, tous vu les Shermans brûler. Si de la peinture pouvait changer cela, les règlements pouvaient attendre. Le lendemain matin, Novak fit quelque chose de morbide, mais nécessaire. Il visita chaque char américain détruit dans le secteur et documenta exactement comment chacun avait été touché, non par sentiment, mais pour les donner. Carnet à la main, il mesura les distances, examina les angles d'impact et esquissa les positions de tir. Son équipage le crut fou, mais Novak avait été ingénieur avant d'être tankiste, et les ingénieurs résolvent les problèmes par l'observation et le calcul. Le schéma était constant, chaque Sherman calciné présentait les mêmes caractéristiques, frappé à distance, maximale, efficace, tué au premier tir, ou détruit de manière catastrophique. Les angles d'impact montraient que les Allemands avaient vu les chars américains bien avant d'ouvrir le feu, choisissant les positions de tir optimales. Pendant ce temps, les rares chars allemands détruits racontèrent une autre histoire, touchés à courte distance, pris en embuscade souvent par l'arrière ou les flancs. Les Américains ne gagnaient que lorsqu'ils obtenaient la surprise totale. Novak compila ces résultats dans une analyse statistique rudimentaire. Les forces allemandes remportaient 78% des affrontements où elles tiraient les premières. Les Américains en gagnaient 85% lorsqu'ils ouvraient le feu les premiers. La variable n'était ni la compétence des équipages, ni la qualité du blindage, ni la doctrine tactique. C'était la visibilité. Il présenta son analyse au capitaine Raymond Walsh, commandant de compagnie, cet après-midi-là. Walsh écouta tout en se réchauffant les mains au-dessus d'un petit poêle. « Votre conclusion ?» demanda-t-il, quand Novak eut terminé. « Mon capitaine, il nous faut un camouflage d'hiver immédiatement. Les Allemands l'ont pas à nous. Cette asymétrie nous tue. » Walsh hocha lentement la tête. « Je suis d'accord. Je demande de la peinture d'hiver par les canaux d'approvisionnement depuis 3 semaines. La réponse est toujours la même, non disponible, faible priorité, peut-être le mois prochain. Le mois prochain, la moitié de la compagnie sera morte. Je le sais, lieutenant, mais je ne peux pas faire apparaître de la peinture par magie. » Novak hésita, puis fit sa proposition. « Mon capitaine, le dépôt allemand capturé contient du badigeon probablement des dizaines de gallons. Si nous pouvions réquisitionner... » « Stop !» Walsh leva la main. « Ce dépôt est sous le contrôle de la division, » déclara Walsh. « Tout matériel capturé passe par l'évaluation du renseignement, puis l'inventaire, puis les canaux de distribution appropriés. Ce processus existe pour de bonnes raisons. Mon capitaine, avec tout le respect que je vous dois, les bonnes raisons ne comptent pas si nous sommes tous morts avant la fin du processus. » Walsh fixa Novak longuement. « Que suggérez-vous, lieutenant ? » ?»« Je suggère que mon peloton a besoin de peinture. Le dépôt en a. Et si j'attends les circuits officiels, je vais devoir écrire d'autres lettres expliquant que les règlements ont été respectés, tandis que des hommes mouraient. Vous parlez d'une appropriation non autorisée de matériel ennemi capturé. C'est du vol, lieutenant. Non, monsieur, c'est une adaptation tactique en utilisant les ressources disponibles. Walsh esquissa presque un sourire. Vous jouez sur les mots avec moi. J'essaie de garder mes hommes en vie, monsieur. Le capitaine s'approcha de la fenêtre, regardant le paysage enneigé, où les Shermans vert olive tenaient leur position défensive, sombre silhouette, prêtes à se faire frapper. Il resta silencieux longtemps, puis se retourna.
Je ne peux pas autoriser ce que vous planifiez. Si vous prenez cette peinture sans passer par les canaux et que la division le découvre, je devrais le signaler. Vous comprenez? Oui, monsieur. Mais je ne peux pas non plus vous empêcher de mener une patrouille de reconnaissance nocturne dans les environs de ce dépôt. Où votre patrouille ira, et ce qu'elle observera relève de vos décisions tactiques en tant que commandant de peloton. Novak comprit parfaitement. Walsh venait de lui offrir une dénégation plausible, ne rien demander, ne rien dire, juste résoudre le problème. Bien compris, monsieur. Mon peloton effectuera une reconnaissance cette nuit. Faites en sorte que ce soit le cas. Rompez. Novak retourna auprès de son peloton et réunit ses chefs d'équipage. Ils avaient environ 8 heures pour planifier un raid logistique qui sauverait leur vie ou ruinerait leur carrière. Le sergent-chef Rix étudia la carte où Novak avait marqué l'emplacement du dépôt. 2 miles à travers un territoire que nous avons nettoyé il y a 3 jours. Ça devrait être sûr, mais si la division a posté des gardes... Elle ne l'a pas fait, interrompit Novak. La division est concentrée sur la ligne de front. Ce dépôt est à 2 miles derrière nos positions. Ils l'ont certainement classé comme sécurisé et l'ont oublié, sauf sur le papier. Et s'ils ne l'ont pas oublié, alors on annule et personne ne sera traduit en cour martiale pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Un autre commandant, le lieutenant Jim Parker, posa la question pratique. De combien de peintures avons-nous besoin? Novak avait déjà calculé. Chaque Sherman a environ 400 pieds carrés de surface extérieure. On ne peint ni dessous ni intérieur, seulement la coque et la tourelle. Le badigeon couvre environ 200 pieds carrés par gallon, selon l'épaisseur. Il nous faut donc 2 gallons par char, 5 chars, 10 gallons minimum. Vous avez parlé de 40 gallons. Oui, parce que je ne vais pas peindre seulement notre peloton. Si je peux, je peindrai tous les Shermans de la compagnie Baker, et je veux des réserves pour les retouches et l'expansion. On va prendre assez de peinture pour que cette solution se propage si elle fonctionne. Parker siffla doucement. C'est ambitieux, et clairement du vol. C'est une réaffectation de ressources, corrigea Novak. La peinture Anteta a été fabriquée par les Allemands pour les Allemands. Nous l'avons capturée. Maintenant, nous l'utilisons. C'est le principe du matériel capturé. Sauf que nous sommes censés attendre une autorisation. Une autorisation qui viendra dans des semaines, si elle vient. Par cœur, nous avons perdu 6 équipages en 10 jours. 6. Pas parce que nous avons mal combattu, mais parce que nous étions visibles. Si la peinture corrige cela, et qu'on attend le papier, nous sommes des idiots. Personne ne contesta cette logique. L'après-midi fut consacré aux préparatifs. 2 camions bâchés pour dissimuler la cargaison. 8 hommes assez pour charger rapidement, mais pas assez pour ressembler à un convoi de ravitaillement. Des armes au cas où. Et surtout une couverture officielle mission de reconnaissance nocturne pour vérifier la sécurité du dépôt et évaluer l'état du matériel capturé, activité parfaitement légitime. À la tombée de la nuit, Novak fit un dernier briefing assez volontaire. On entre, on charge la peinture, on ressort vite et sans bruit. Si quelqu'un d'officiel est là, on annule immédiatement. Si on se fait prendre, après le chargement, j'assume toute la responsabilité. C'est clair. Tous acquiescèrent. À 21 heures, les 2 camions roulèrent vers l'est sur les routes enneigées. Novak se trouvait dans le véhicule de tête scrutant le paysage. 2 miles, ce n'était pas loin. Mais dans la nuit d'hiver, chaque mile paraissait interminable. Ils passèrent devant des véhicules allemands détruits lors des combats précédents. Des cadavres gelés étaient encore visibles par endroits. La neige recouvrait tout d'un manteau
uniforme rendant la navigation difficile. Enfin, le dépôt apparut un groupe de bâtiments près d'un carrefour, 3 entrepôts endommagés, mais encore debout. Aucun garde visible, aucune lumière, seulement des structures sombres et silencieuses dans la neige. Novak fit signe à son chauffeur d'arrêter, à une centaine de yards. Il observa le dépôt aux jumelles. Toujours aucun mouvement. Soit la division n'avait pas posté de garde, soit les gardes étaient assez malins pour rester à l'intérieur, où il faisait un peu plus chaud. Rix Parker prend 4 hommes et vérifiez les entrepôts. Trouvez la peinture. Moi je reste avec les camions et je guette la compagnie. Ils se déplacèrent, vite, les bottes crissant dans la neige, malgré leurs efforts, pour rester discrets. Les portes des entrepôts étaient verrouillées. La division n'avait même pas pris la peine de sécuriser les bâtiments. À l'intérieur, les fournitures allemandes capturées gisaient dans un chaos organisé, nourriture, munitions, matériel médical, toutes étiquetées à la hâte. Dans le 3e entrepôt empilé contre le mur nord, des dizaines de bidons, de 5 gallons marqués de textes allemands et de traces de mains blanches sur les couvercles attendaient. Du badigeon blanc, exactement ce qu'il cherchait. Parker ouvrit le premier bidon pour vérifier le contenu, un liquide blanc épais, légèrement visqueux, dégageant une faible odeur de chaud. Il plongea un doigt, frotta entre pouce et index à base d'eau séchage rapide, exactement comme les manuels allemands décrivaient pour le camouflage hivernal temporaire. « C'est ça », murmura-t-il à Rix. « On a peut-être 80 bidons ici, 5 gallons, chacun soit 400 gallons au total. » Fit vite le calcul Rix. « On n'a besoin que de 40. Prenons-en 50 pour être sûr. Laissez le reste pour l'inventaire de la division. » Ils formèrent une chaîne humaine, se passant les bidons des entrepôts aux camions. Le travail alla plus vite qu'espéré. 20 minutes plus tard, 50 bidons étaient arrimés dans les bennes bâchées. Puis, surgit la complication, des phares sur la route d'accès, une Jeep arrivant vite. Novak reconnut immédiatement le profil du véhicule police militaire. Quelqu'un du quartier général de la division effectuait une ronde de sécurité. Tous se retrouvèrent dans les camions. Ces hommes montèrent en catastrophe. Novak se força à adopter l'allure d'un chef de patrouille, ayant tout à fait le droit d'être où il se trouvait. La Jeep se posa à une dizaine de yards. 2 PCM descendirent la main, près du pistolet, mais sans geste menaçant. Le sergent en charge s'approcha de Novak. « Monsieur, ce dépôt est restreint. Quel est votre motif ?» Novak garda la voix calme et professionnelle. Patrouille de reconnaissance nocturne. 3e peloton, compagnie. Baker, 3e blindé. Vérification de la sécurité du dépôt et évaluation du matériel capturé. À 22 heures, les Allemands n'attaquent pas seulement le jour. Les patrouilles opèrent quand on les ordonne. Le PM scruta le visage de Novak, puis jeta un coup d'œil aux bâches. Qu'est-ce qu'il y a sous les bâches, le moment décisif? Mentir et risquer d'être pris, dire la vérité et se faire arrêter ou trouver un terrain d'entente. Le matériel allemand capturé était en cours de déplacement vers l'approvisionnement de la compagnie. La déclaration de Novak était techniquement vraie, à défaut d'en préciser l'autorisation. « Je dois vérifier la cargaison », dit le sergent des PM, l'esprit en alerte. Novak réfléchit vite. Si le PM voyait 50 bidons de badigeon, des questions suivraient des appels radio des officiers, la confiscation et une cour martiale. Il prit sa décision. « Sergent, j'ai 15 hommes dans 5 chars qui meurent parce que l'armure allemande nous voit la première dans la neige. Cette cargaison peut les garder en vie demain, si vous voulez l'inspecter et rédiger un rapport
qui retardera le déploiement, c'est dans votre pouvoir. Mais ces 15 hommes seront tout aussi morts que le papier soit en règle ou non. » Le sergent hésita. Il avait connu le feu et comprenait l'écart entre règlement et survie, mais il avait aussi un devoir. « J'ai des ordres pour sécuriser ce dépôt et en effectuer l'inventaire. »« Compris. Et j'ai des ordres pour maintenir mon peloton apte au combat. » Novak sortit son carnet, écrivit rapidement, déchira la page et la tendit au sergent. « Voici ma documentation 3e peloton, compagnie Baker, acquisition de 50 bidons de peinture de camouflage hivernale allemande, capturés pour usage tactique immédiat, signé lieutenant Frank Novak. Vous remontez ça dans votre chaîne, j'en ferai de même de mon côté, et on verra demain quels ordres pèsent le plus. » Le sergent regarda la note, puis Novak, puis les camions. Long silence. Enfin, il plia le papier et le rangea dans sa poche. « Dégagez d'ici, lieutenant. Et la prochaine fois que vous lancez un raid de ravitaillement à minuit, choisissez un dépôt qui n'est pas sur ma route. » Novak n'attendit pas un retournement d'avis. « Montez, on bouge. » Les camions reprirent la route vers les positions de la compagnie. Personne ne parla pendant le trajet. Il venait pas de voler ouvertement sous les yeux d'un témoin. S'il voulait poursuivre l'affaire, la division disposait de documents de témoignages et de preuves. Mais Novak pariait qu'il ne le ferait non pas si la peinture fonctionnait. Ils atteignirent la zone de bivouac de la compagnie à 23h30. Le déchargement fut rapide, 50 bidons empilés près du char de commandement de Novak. Restait la question de l'application. Rix examina un bidon. Les instructions sont en allemand, mais je crois comprendre diluer avec de l'eau, appliquée au pinceau ou au pulvérisateur. Séchage en 30 minutes. « On n'a pas 30 minutes par couche, » répondit Novak. « Il nous faut ces chars blancs pour l'aube. On mettra plus de peinture couche, plus épaisse, et on prie pour que ça sèche vite. » Ils réveillèrent tout équipage disponible, 20 hommes, 5 chars, travaillant au clair de lune et à la lueur de lampes protégées. Ils versèrent la peinture dans des seaux, ajoutèrent de la neige pour diluer, et commencèrent à l'étaler avec ce qu'ils trouvaient pinceau chiffon, même à main nue. Le travail fut froid, salissant et pénible. La peinture gelait sur leurs gants, et l'odeur était âpre. Mais lentement, inévitablement les Sherman verts sombres disparurent sous des couches de blanc. Vers 03h00, le capitaine Walsh apparut. Il resta silencieux, observant les chars verts olive se transformer en forme blanche, se confondant avec la neige. Enfin, il s'approcha de Novak. « Lieutenant, je vais vous poser une question. Avez-vous suivi les procédures de réquisition ?»« Non, monsieur. »« Avez-vous volé cette peinture ? » ?»« J'ai approprié du matériel ennemi capturé pour un usage tactique immédiat, monsieur. » Walsh esquissa presque un sourire. « Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que j'ai, monsieur. » Le capitaine fit le tour du Sherman, le plus proche, étudiant le travail de peinture grossier, irrégulier mais efficace. Le char était déjà plus difficile à repérer sur la neige. La division va apprendre cela. Un sergent de la police militaire a déposé un rapport il y a 20 minutes. Le ventre de Novak se serra. « Oui, monsieur. Vous allez probablement devoir répondre à des questions. Peut-être pire. »« Compris, monsieur. » Walsh se tourna vers lui. « Mais ces questions ne viendront qu'après le prochain engagement. Et si vos chars invisibles fonctionnent comme vous le pensez, ces questions pourraient ne plus avoir d'importance. » Il fit une pause. « Faites peindre le reste des chars de la compagnie, tous les 15. Si vous allez vous livrer à une appropriation non autorisée, faites-le complètement.
À l'aube, les 15 Shermans de la compagnie Baker étaient blancs, rugueux, inégaux, mais opérationnels. Sur le paysage enneigé, ils étaient presque invisibles jusqu'à 200 yards. La transformation fut saisissante. Les unités voisines remarquèrent immédiatement des soldats et passèrent, s'arrêtèrent, regardèrent certains, rirent d'autres parurent pensifs. Le bruit se répandit vite, la compagnie Baker avait peint ses chars, en blanc, avec des fournitures allemandes capturées sans autorisation. Le QG du bataillon en fut informé vers 08h, 30 minutes plus tard. Le major Edward Collins arriva à sa Jeep glissant pour s'arrêter devant la position de Novak, l'air loin d'être venu féliciter. « Capitaine Walsh, lieutenant Novak, expliquez-moi pourquoi 15 chars sous mes ordres sont peints comme des véhicules allemands. » Walsh laissa Novak répondre. « Monsieur Camouflage hivernal, doctrine allemande. Nous nous adaptons pour un avantage tactique. » S'adapter. Collins fit le tour du Sherman le plus proche. « Vous voulez dire voler de la peinture allemande et l'appliquer sans autorisation, sans inventaire, ni approbation logistique. » « Oui, monsieur, c'est exact. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Utilisation non autorisée de matériel capturé, violation des règlements d'approvisionnement possibles, détournement de ressources militaires. » Collins compta sur ses doigts. « Je pourrais vous faire traduire en cour martiale pour 3 chefs d'accusation différents. » Novak resta au garde-à-vous. « Oui, monsieur, mais je peux garder mes équipages en vie. Faites-moi passer en cour martiale après qu'ils aient survécu. » Collins le dévisagea. Autour d'eux, les équipages observaient en silence. Le major faisait face au choix que tout officier comprenait: suivre les règlements, ou suivre les résultats, punir l'innovation, ou récompenser l'efficacité. Ces chars sont affectés à une patrouille de combat à 14h00, secteur 7, où nous avons encaissé des pertes toute la semaine, dit Collins en désignant Novak. Vos chars blancs mèneront l'attaque. Si ça marche, nous discuterons plus tard de vos méthodes d'approvisionnement. Si ça échoue, vous serez immédiatement poursuivis. C'est clair. Oui, monsieur. Collins partit. Walsh s'approcha de Novak à voix basse. Vous venez de parier votre carrière sur de la peinture? J'ai parié la vie de 15 équipages sur la visibilité, monsieur. La carrière est secondaire. À midi, d'autres commandants de compagnie commencèrent à affluer. Ils examinèrent les Sherman blancs, posèrent des questions sur le procédé d'application, calculèrent combien de peinture il leur faudrait pour leur propre char. L'idée se répandait avant même d'avoir été testée. Le lieutenant Parker tira Novak à l'écart. Du bataillon, 6 autres commandants de chars veulent du badigeon blanc. Ils demandent à la division où en faire la réquisition. Qu'a dit la division? Qu'il n'y en a pas dans le système d'approvisionnement. Puis quelqu'un mentionna que la compagnie Baker avait d'une manière ou d'une autre réussi à s'en procurer. Parker sourit. La division s'intéresse beaucoup à vos méthodes d'approvisionnement. Qu'ils s'en inquiètent après qu'on ait prouvé que ça marche. À 14h00, 5 Shermans blancs partirent en patrouille de combat. Le secteur 7 était une vallée enneigée, avec des positions allemandes, connues sur les collines environnantes. Des patrouilles américaines y avaient été prises en embuscade 2 fois la semaine précédente. Des chars allemands surgissaient de positions dissimulées, tirèrent les premiers, puis se volatilisaient avant que les Américains puissent riposter efficacement. Aujourd'hui serait différent. Novak commandait depuis le char de tête. Rix tenait la pièce. Ils avancèrent lentement dans la vallée, chaque membre d'équipage scrutant le terrain. La peinture blanche faisait fondre le Sherman. De Novak, dans la neige de loin,
il n'était qu'une autre forme blanche dans un paysage blanc. À 14h30, Rix signala du mouvement. Contact 2 heures, on dirait de l'armure allemande. Novak balança ses jumelles. À droite, un Panzer IV allemand, lui aussi peint en blanc, se positionnait près d'une lisière d'arbres, à 800 yards. L'équipage allemand semblait occupé à balayer la vallée et ne voyait pas les chars américains déjà présents, parce que les Américains étaient invisibles. « Ne tirez pas », ordonna doucement Novak. « Voyons jusqu'où on peut s'approcher. » Les 5 Shermans continuèrent d'avancer. 600 yards, 500, 400. Le char allemand ne réagit toujours pas. Son équipage cherchait des silhouettes vert foncé et n'analysait pas les formes blanches progressant dans la neige. À 300 yards, Novak donna l'ordre au feu. 5 canons américains parlèrent à l'unisson. Le panzer allemand fut touché sous plusieurs angles, avant que son équipage ne comprenne qu'il était attaqué. Le char éclata en flammes, les munitions détonnant en explosions secondaires. Pas de tir de riposte, pas de contre-offensive. Les Allemands ne virent jamais ce qui les avait tués. La radio de Novak crépita, d'autres Sherman rapportaient des expériences similaires. Ils s'étaient avancés, près des positions allemandes, sans être repérés. Les engagements se gagnaient avant même de véritablement commencer. Les chars invisibles ne faisaient pas que survivre, ils dominaient. L'épreuve décisive survint 48 heures plus tard. Les forces allemandes lancèrent une contre-attaque visant à reprendre le secteur de la vallée. Renseignement indiqua 15 chars allemands, avançant avec un appui d'infanterie, la plus grande formation blindée que le secteur ait connue depuis des semaines. Le bataillon positionna la compagnie Baker directement sur l'axe d'attaque. Les 15 Shermans blancs de Novak se déployèrent sur des positions défensives blottis derrière des crêtes enneigées. À distance, ils étaient invisibles de simples formes blanches dans un paysage blanc. Le major Collins observait depuis un poste de commandement dominant la vallée. Il avait amené 2 colonels du QG de division pour voir si ce peinturlurage non autorisé relevait du génie ou de la catastrophe. À 09h20, la colonne allemande apparut 15 chars, principalement des Panzer IV, avec 2 Panthers suivis d'infanterie, en half-tracks, selon la formation d'attaque standard. Les Allemands avancèrent confiants. Balayant la zone à la recherche de positions ennemies, ils ne virent rien. Novak attendit, et sa compagnie entière attendit silencieuse et invisible, regardant l'armure allemande rouler vers eux, 800 yards, 700, 600. La colonne allemande continua d'avancer, supposant que la vallée était dégarnie ou faiblement tenue. Leur doctrine reposait sur la détection des positions ennemies à grande distance pour engager depuis un avantage défensif, mais cette doctrine présupposait qu'ils verraient l'ennemi. Ils ne le virent pas. À 400 yards, Novak donna l'ordre sur la radio de la compagnie « Tous feu ». 15 canons américains ouvrirent simultanément. La vallée explosa. Les chars allemands furent touchés sous plusieurs angles, pris dans un tir croisé dévastateur qu'ils n'avaient jamais anticipé. Le Panther de tête encaissa 3 obus. En quelques secondes, sa tourelle fut pulvérisée. 2 Panzer IV explosèrent immédiatement. D'autres tentèrent de reculer, mais se percutèrent dans la confusion. L'infanterie allemande se dispersa, cherchant un abri face à des menaces qu'elle ne pouvait localiser. Les mitrailleuses lacérèrent leurs rangs. Les mortiers tombèrent avec précision. L'attaque allemande se dissolut en chaos en 90 secondes. Le tireur de Novak suivit un Panzer IV en fuite, cible à droite, tirant suivi.
l'obus toucha. Le char allemand chancela de la fumée, s'échappa des trappes à travers la vallée. Les scènes se répétèrent, des Shermans américains blancs, tirant depuis des positions dissimulées les forces allemandes, incapables de localiser leurs adversaires. Tous les avantages que les Allemands exploitèrent pendant des semaines furent retournés contre eux. La supériorité de la visibilité, la capacité à tirer la première et à choisir la distance d'engagement s'était complètement inversée. La bataille dura 11 minutes. À la fin, 13 chars allemands étaient détruits ou hors d'usage. 2 avaient réussi à regagner leur ligne. Côté américain, aucun char perdu, aucun équipage tué, 3 blessés légers par balle d'infanterie. Collins baissa ses jumelles. L'un des colonels à côté de lui murmura « Je n'ai jamais vu un engagement aussi à sens unique. »« Moi non plus, » admit Collins. Ils descendirent dans la vallée où le char de Novak était resté tourelle, encore en suivi des menaces potentielles. Novak sortit du char en voyant les officiers supérieurs s'approcher. « Lieutenant Novak, » dit le colonel d'un ton neutre, « je comprends que vous avez approprié sans autorisation de la peinture allemande capturée. »« Oui, monsieur. »« Vous avez peint 15 chars en violation des règlements d'approvisionnement. »« Oui, monsieur. » Et vous avez initié une adaptation tactique qui vient de détruire toute une colonne blindée allemande sans aucune perte amie. Novak resta silencieux. Le colonel regarda le Sherman blanc, puis les épaves allemandes, en feu, éparpillées dans la vallée. Votre peinture non autorisée vient de prouver que la visibilité détermine la survie. Tous les chefs de chars qui avaient assisté à l'engagement veulent maintenant du badigeon blanc. Les services de la division n'ont aucune idée d'où s'en procurer, parce que vous avez pris la seule réserve que nous avions. Monsieur, il y avait 80 bidons dans ce dépôt. Nous en avons pris 50. Il en restait 30. Plus maintenant. 6 autres unités ont pillé ce dépôt la nuit dernière. La peinture est partie. Tout le monde veut être invisible désormais. Le colonel esquissa presque un sourire. En résolvant une crise tactique, vous avez créé une crise d'approvisionnement. Monsieur, si je peux me permettre, les positions allemandes, sur tout ce front, possèdent probablement du badigeon. Chaque fois que nous capturons un dépôt ou une réserve, nous devrions prioriser la peinture au même titre que les munitions et le carburant. Le colonel hocha lentement la tête. Bonne réflexion. Je ferai cette recommandation à la division. Il marqua une pause. Vos méthodes d'appropriation étaient totalement inappropriées. Votre violation du protocole fut flagrante, mais vos résultats sont indéniables. Aucune charge ne sera retenue. Considérez ceci comme un avertissement concernant de futures appropriations non autorisées. Bien compris, monsieur. Après le départ des officiers Rix, sortis à côté de Novak, on vient de gagner sans que personne ne meure. On a gagné parce qu'ils ne pouvaient pas nous voir, corrigea Novak. Même principe qui nous tuait depuis des semaines, inversé. Le bruit se propagea plus vite que les canaux officiels ne pouvaient le contrôler. Dès le lendemain matin, des chefs de chars de 3 divisions demandèrent du camouflage hivernal. Certains firent des réquisitions formelles par les voies régulières. D'autres pillèrent simplement tous les dépôts allemands capturés, susceptibles de contenir du badigeon. Les officiers logistiques de la division se retrouvèrent submergés par des demandes pour un produit qui n'existait pas dans l'inventaire américain. Ils envoyèrent des requêtes urgentes en remontant la chaîne. Les équipages ont besoin de peinture d'hiver. Les Allemands en ont. Nous, non. Les réponses du haut commandement furent bureaucratiques et lentes. La peinture hivernale n'était pas dans le catalogue d'approvisionnement. Les procédures de réquisition exigeaient spécifications, fabricant négociation de contrats délai, de production estimation minimale 6 semaines.
6 semaines, c'était inacceptable. Les équipages improvisèrent. Ils fabriquèrent leurs propres badigeons avec de la chaux de l'eau et tout pigment blanc récupérable. Les résultats furent inégaux, mais fonctionnels. Certaines unités drapèrent des draps sur les coques, d'autres vaporisèrent ce qu'ils trouvaient. Les méthodes variaient, mais le principe resta le même. Les chars invisibles survivaient, les visibles mouraient. Le peloton de Novak poursuivit les opérations en janvier et en février. Les Sherman blancs leur donnèrent un avantage constant dans chaque engagement. Les forces allemandes s'adaptèrent, lentement ajoutant leur propre camouflage blanc de façon plus systématique, mais les Américains avaient comblé le déficit de visibilité. Le taux de perte de la compagnie Baker diminua de 70%. Aucune perte de chars due au feu ennemi sur les 4 semaines suivant l'application de la peinture. D'autres unités firent état de résultats similaires fin février. Le major Collins convoqua Novak à l'état-major du bataillon. La division veut votre rapport d'après-action sur l'efficacité du camouflage hivernal. Écrivez toute méthode d'application, résultat des engagements recommandations tactiques, détaillées. Oui, monsieur. Puis-je demander pourquoi? Parce que le quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées révise la doctrine du temps froid pour l'hiver prochain. Votre peinture non autorisée devient politique officielle. Novak rédigea un rapport de 12 pages, spécifications techniques, analyse statistique, application tactique. Il y joignit des photographies de Shermans blancs dans la neige, démontrant la réduction de visibilité. Le rapport suivit la chaîne hiérarchique et disparut dans la bureaucratie militaire, celle-là même qui transformerait plus tard cette innovation de champ de bataille en doctrine officielle. Si cette histoire vous montre comment une décision non autorisée a changé la doctrine militaire, abonnez-vous. Ces leçons pratiques ont sauvé des milliers de vies, mais n'apparaissent presque jamais dans les récits officiels. La guerre en Europe prit fin le 8 mai 1945. Frank Novak se trouvait en Allemagne lorsque la nouvelle arriva. Son peloton avait progressé à travers la Rhénanie, franchi la frontière et pénétré profondément en territoire ennemi. La peinture blanche avait depuis longtemps disparu, nettoyée quand le printemps revint et que la neige fondit. Mais la leçon, elle demeura. L'armée démobilisa Novak en septembre 1945, sans médaille, pour vol de peinture, sans reconnaissance officielle, pour innovation tactique, seulement des papiers de démobilisation standard et un billet de train pour l'Ohio. Il reprit ses études d'ingénierie interrompues à l'Université d'État de l'Ohio, fut diplômé en 1947, puis entra dans une entreprise de peinture automobile à Détroit, où il passa 30 ans à développer des revêtements industriels. Il parlait peu de la guerre. Quand on lui demandait, il répondait simplement qu'il avait conduit des chars et qu'il était rentré. Sa famille découvrit son dossier militaire après sa mort en 1982. Parmi ces papiers se trouvait une photographie jaunie datant de janvier 1945, 15 chars Sherman blancs alignés en formation à peine visible dans la neige. Au dos, quelqu'un avait écrit « Compagnie Baker, le peloton invisible ». Au moment de la guerre de Corée, le camouflage hivernal était devenu standard. Les chars américains sortaient des chaînes de montage avec des panneaux de peinture blanche amovibles. Les manuels de terrain détaillaient les procédures de camouflage hivernal. La doctrine mettait désormais l'accent sur la gestion de la visibilité comme élément essentiel de la guerre blindée. Aucune de ces documentations officielles ne mentionnait le lieutenant Frank Novak, ni le raid nocturne sur un dépôt allemand.
L'innovation était attribuée à des adaptations de terrain pendant la bataille des Ardennes, sans nom, sans détail, simplement la reconnaissance que des soldats au combat avaient compris quelque chose que les planificateurs n'avaient pas anticipé. Les 40 gallons de badigeons allemands volés s'étaient transformés en doctrine militaire, officielle, influençant des milliers de véhicules et des dizaines de milliers de soldats. Le vol, qui aurait pu se solder par une cour martiale, se conclut par un changement fondamental dans la manière dont les armées peignent leurs chars pour la guerre d'hiver. Parfois, les innovations les plus importantes ne naissent pas dans les laboratoires où les comités de planification, elles viennent d'un officier qui refuse de voir mourir davantage d'hommes en attendant une autorisation. Frank Novak n'a pas inventé le camouflage hivernal. Il l'a simplement volé, appliqué, et prouvé qu'il fonctionnait. Les Allemands avaient appris la leçon sur le front de l'Est. Les Américains l'ont apprise dans les Ardennes. Et le prix de cette leçon s'est mesuré en chars brûlés et en équipages morts, jusqu'à ce qu'un commandant de char décide que la survie importait plus que les règlements. Les chars invisibles ont gagné. Voilà la leçon.